l'enregistrement officiellement. J'aimerais simplement vous aviser qu'il y a un spectacle ce soir du groupe Cécile à partir de 20h et qu'on va enlever les tables à partir de peut-être 18h30, 18h45. Je mal vous le redire, mais simplement vous le dire, pas que ça soit cavalier un peu plus tard si on vous arrache votre table. Pour les gens qui ne viennent pas du milieu communautaire, bienvenue dans notre 4 à 7. J'espère que vous allez apprécier votre incursion dans notre univers de développement social et de lutte pour la reconnaissance du milieu communautaire. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode spécial du balado communautaire de la CDC Plateau Mont-Royal. Comme à l'habitude, c'est moi, Guillaume Grenon, qui sera au micro pour l'animation de cet épisode. Aujourd'hui, on profite d'un 4 à 7 afin d'enregistrer l'émission devant public, en direct de l'Escogriffe, un bar mythique de la scène musicale émergente et underground à Montréal. On enregistre devant, je dirais, une bonne trentaine de personnes. Merci à tout le monde d'être présent cet après-midi. Comme nous sommes dans une année marquée par un appel à la mobilisation dans le milieu communautaire, notamment dans le cadre de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire », j'avais envie d'aborder aujourd'hui le thème « Histoire et lutte du mouvement communautaire ». J'avais envie de profiter d'un événement rassembleur avec le 4 à 7. J'avais envie de jaser autour d'une bière, de la mobilisation, des luttes à travers le temps, d'où est-ce qu'on arrive, le milieu communautaire, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça. Et donc, pour parler de ces sujets-là aujourd'hui, j'ai tendu une perche d'abord au Réseau québécois de l'action communautaire autonome et ainsi qu'au regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal. Le RQAK représente 64 regroupements et organismes nationaux et rejoint au-delà de 4000 organismes d'action communautaire autonome luttant partout au Québec pour une plus grande justice sociale. Et le RIACM réunit 350 membres et représente les groupes auprès des différents paliers gouvernementaux et administratifs, tout en défendant les principes et les valeurs de l'action communautaire autonome. Je suis donc très heureux que mes invités aient accepté l'invitation pour l'enregistrement. Je les salue sans plus attendre. D'abord, Tristan Ouimet-Savard, responsable de la mobilisation et de l'éducation populaire au RQAK. Salut Tristan, comment ça va? Salut Guillaume, ça va bien, merci. Merci pour l'invitation. Salut tout le monde! Super, ça fait plaisir. Et salut également Marie-André Pinchot, coordonnatrice au RIACM. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, bonsoir. Tristan, Marie-André, je nous invite à commencer par discuter des débuts de l'histoire du milieu communautaire au Québec, parce qu'il s'agit d'un modèle unique au monde, parce que c'est un mouvement qui est né durant une période bien spéciale dans l'histoire du Québec avec l'émergence de la société québécoise qui venait transformer carrément la société canadienne-française. On parle d'une période marquée par le recul du pouvoir de l'Église d'une part, le déploiement d'une série de ministères et d'institutions d'autre part, et entre tout ça, on a vu l'émergence d'importants mouvements sociaux. Alors la première question que j'aurais pour vous aujourd'hui, c'est comment est né le milieu communautaire au Québec et quelles luttes majeures ont-elles été portées depuis les années 60? Énorme question. Il n'y a pas de réponse simple. On pourrait faire un mémoire, une thèse, écrire plusieurs livres là-dessus. Je vais simplement vous amener quelques angles, des pistes de réflexion pour vous inviter à creuser cette question-là. Tu l'as bien dit, les groupes communautaires sont nés dans les sillons de la Révolution tranquille. Un mot que j'ai envie de partager avec vous, c'est celui de l'autogestion. Donc, tu l'as bien dit, devant le joug de l'Église, au niveau de l'État, mais aussi devant le vide là, de services publics, de programmes sociaux qui étaient, qui étaient relégués à la charité seulement,
il y a un paquet d'institutions qui ont été créées. Mais ça, c'est un développement de l'État, de l'appareil étatique, de ces tentacules-là qu'on prend pour acquis maintenant, notre beau modèle québécois. Super, mais si on se remet en contexte, il y avait un paquet de groupes de personnes qui étaient préoccupés aussi devant cet étalement de l'État-là et qui se disaient, ben OK, ces institutions-là, ces programmes-là, qui les contrôle? Est-ce qu'on va nous amener des réponses toutes faites qui conviennent aux gens de la communauté? Donc, un mot-clé, autogestion, autodétermination, on peut retracer dans l'origine des groupes communautaires qui ne s'appelaient pas de même, on s'appelait des groupes populaires, des comités citoyens, dont beaucoup étaient surtout des comités de femmes, donc qui visaient à avoir une prise de parole, une prise de décision dans les solutions pour agir face à différents enjeux, que ce soit en logement, en pauvreté, l'égalité entre les sexes. Bref, en tout cas, les luttes sont aussi nombreuses qu'il y a de secteurs, hein, puis qu'il y a de groupes communautaires. C'est bien difficile d'en nommer une plus qu'une autre. Mais une des spécificités, comme tu disais, de qu'est-ce qui est unique avec les groupes communautaires au Québec, c'est qu'on n'est ni privé, ni public, ni de la charité. On est des organisations autonomes, contrôlées par les gens de la communauté, par les membres qui sont concernés par les questions. Je passerai la POC. Cela dit, on pourrait parler longtemps de l'histoire, là. Les groupes de femmes, les groupes féministes ont été vraiment, je dirais, là, dans les mouvances, les mobilisations qui ont été dans les plus structurantes, je pense, pour le milieu communautaire, la longévité des groupes, l'influence de ces mobilisations-là mérite vraiment d'être nommée. Bon, là, on est dans l'histoire, hein, on ne fera pas chacune des décennies, mais bref, les groupes étaient au début plus informels, horizontaux, et ont été amenés à se structurer davantage et à revendiquer une reconnaissance de l'État. Chose qu'on a eu de plus en plus à travers des programmes de financement, mais surtout en 2001, à travers une politique qui reconnaît les groupes d'action communautaire autonomes comme étant distincts des OBNL ou des groupes communautaires, disons, plus généraux. Oui, ben merci de parler de cette magnifique politique de 2001, politique de reconnaissance d'action communautaire autonome. En fait, c'est une drôle de bébite qui existe à peu près nulle part ailleurs. C'est une drôle de bébite parce que c'est une politique qui vient faire en sorte que le gouvernement finance des groupes pour le critiquer. C'est assez particulier. On aime ça comme ça. Il faut se le rappeler des fois aussi. Donc, ça reconnaît, cette politique-là, le mouvement communautaire comme un mouvement social, là, comme un mouvement qui est très, très important dans la société, qui vise la transformation sociale, donc la transformation des politiques publiques, l'avancement des droits et tout. Puis la politique, donc, elle vient dire que non seulement le groupe, il est autonome de l'État, il est indépendant de l'État, mais non seulement il peut critiquer, mais il doit critiquer l'État. Pour ceux qui connaissent l'action communautaire autonome, la défense collective des droits, à la limite, un groupe qui ne critiquerait pas les politiques publiques ou les programmes sociaux ou des politiques gouvernementales, pourrait se faire poser des questions. Comment ça se fait que vous n'êtes pas assez critique? Donc, ce rôle critique-là, il est reconnu et il est financé et il est protégé. Donc, ça, c'est super inusité puis c'est hyper précieux. La politique, l'autre chose que la politique est venue amener en 2001, en fait, c'est le principe du financement à la mission, dont Tristan a parlé un petit peu. Mais ce qui est merveilleux avec le financement à la mission, c'est justement que ça permet que ce soit les personnes visées par les actions qui sont sur les conseils d'administration, qui sont dans les groupes, qui décident ce que le groupe va faire. Fait que ça, c'est majeur aussi. C'est écrit dans la politique, c'est au centre de la politique de 2001. Ça fait quand même un petit bout. Puis je suis sûre qu'on pourra parler un petit peu plus en détail ce soir comment cette politique-là, elle n'est pas nécessairement appliquée ou elle est menacée aussi par différents
intervenants qu'on veut dire sociaux, là, mais par de gouvernements, par des fondations, par plein d'autres bailleurs de fonds ou instances là, publiques. Moi, personnellement, quand je parle soit avec des gens de ma famille ou des amis qui ne sont pas du milieu communautaire, on me demande, OK, mais dans le fond, tu travailles pour le gouvernement ou tu travailles pour... C'est rattaché à quoi? Puis, lorsqu'on essaie d'expliquer que le financement vient parfois, en partie, de l'État, les gens ont beaucoup de la misère à distinguer. Il y a une espèce de paradoxe là-dedans d'avoir du financement qui peut venir de l'État, mais d'avoir... lorsqu'on parle de la notion d'autonomie, tu sais, l'action communautaire autonome, et parfois même dans la mission de l'organisme, dans son ADN, de devoir critiquer l'État. Qu'est-ce qui fait que l'action communautaire autonome est autonome? Qu'est-ce qui fait que même s'il y a du financement qui peut venir de l'État, on ne travaille pas pour l'État? Ben, ce qui fait qu'on ne travaille pas pour l'État. En fait, nos boss, c'est nos CA dans les groupes communautaires. C'est les conseils d'administration qui sont constitués de personnes visées par les actions. C'est nos participants, c'est nos militants, c'est les citoyens des quartiers. Il y a une partie de la reconnaissance dans la politique aussi qui vient du fait que le gouvernement a reconnu qu'il y avait un déséquilibre de pouvoir dans la société, puis qu'en fait, les personnes qui étaient vulnérabilisées ou en situation de pauvreté, les personnes exclues, n'étaient pas représentées dans la société auprès du gouvernement, là, parce qu'il n'y avait pas les moyens financiers, les moyens au niveau de la littératie, au niveau du lobbying. Donc, les groupes communautaires sont financés ou existent pour rétablir l'équilibre des pouvoirs et donc il y a un rôle démocratique super important qui est joué par les groupes communautaires. Dans la constitution même des groupes, un des aspects de l'autonomie, c'est un groupe doit être créé à l'initiative des gens de la communauté. Il doit être contrôlé par les gens de la communauté. Donc, la composition des conseils d'administration ne peuvent pas avoir des élus ou des personnes mandatées par les institutions publiques, ce qui assure une certaine indépendance. C'est un des aspects aussi de l'autonomie, mais pour la blague, si tu arrives à trouver la façon de bien décrire ce qu'on fait aux membres de ta famille, tu me le diras, parce que Noël arrive, là, puis à chaque fois, les gens sont comme « OK, il y a de la misère à le saisir, tu sais, c'est sans être un travail de lobby, un travail de militantisme, de revendication, de service aussi alternatif à la population, bref, l'approche globale qui caractérise bien ce que fait le communautaire. On le dit, hein, c'est global, on touche un peu à tout, mais c'est ce qui assure toute la beauté là, de notre travail aussi. Je pense qu'il y a aussi une notion un peu implicite qui n'était pas écrit noir sur blanc, mais il y a une espèce de pacte social un peu qui est né à travers les années et qui est un legs de ça avec le financement des groupes communautaires, où ce que, même s'il y a un financement qui peut venir des fonds publics, les organismes, ils ont des missions, ils ont des ADN dans lesquels on s'attend quand même qu'ils opèrent, que ce soit dans des créneaux de lutte ou d'aide sociale, etc. Je vais nous ramener dans notre petite barque de grille d'entretien, la mobilisation. On vient de parler de l'histoire de la lutte communautaire qui s'est née dans les années 60, dans une période de grands changements, dans une période d'ébullition de mouvements sociaux par ailleurs. Et la mobilisation dans tout ça, est-ce que ça rapporte au final, lorsqu'on se fie notamment à l'histoire des luttes du milieu communautaire au Québec? Je pense que Tristan pourra nous donner plein d'exemples là, qu'on connaît de gains concrets. Mais c'est sûr que dans un premier temps, la lutte, ça permet de donner du pouvoir aux gens, ça permet de prendre du pouvoir sur sa vie individuellement, puis collectivement aussi. Puis déjà ça, c'est un gros gain. T'sais, même s'il n'y a pas de gain social immédiat. C'est décourageant. Des fois, là, c'est sûr que c'est arrivé récemment qu'on peut être 300 000 dans la rue puis il se passe rien le lendemain matin puis là, on repart à la maison. C'est comme ça sert à rien, la lutte. Mais oui, à long terme, ça sert à quelque chose, la lutte. Puis moi, ce que j'ai envie ce que j'essaie de me rappeler tout le temps, c'est que des fois, on peut mesurer des gains, mais on ne pourra jamais mesurer les reculs qu'il n'y a pas eu parce qu'on s'est mobilisé. Puis ça, c'est encore plus difficile à calculer. C'est incalculable, en fait, mais j'en suis complètement
convaincus, là, que, tu sais, on a fait des manifs quand il y a eu, tu sais, je pense au gouvernement Harper, qui avait eu, tu sais, des menaces aux droits encore récemment au niveau des droits des personnes transgenres, par exemple. Là. Tu sais, la mobilisation empêche des reculs. Et ça, il faut se le rappeler. Puis ça s'inscrit pas bien dans un rapport d'activité non plus à la fin de l'année sur à quoi vous servez. On sert à ce qu'on ne retourne pas en arrière. C'est un peu démotivant, mais en même temps, c'est ça. Il faut se remettre en perspective puis voir que faut continuer à aussi comme retirer du plaisir de ces luttes-là, là, puis de construire une collectivité plus forte, là, ne serait-ce que de créer du lien social. On le voit là, dans les groupes, là, à quel point ça peut être une question de dignité aussi, de retrouver la dignité des personnes à travers ces luttes-là. Tellement bien dit. Citons un livre paru il y a 2 ans, je pense, de Lorraine Gay, là, qui s'intitule « Qui sommes-nous pour être découragés ?» qui rappelle beaucoup cette militante du mouvement communautaire, comment les changements, ça peut s'opérer sur de très longues périodes, qu'il ne faut pas non seulement se décourager, mais pas porter sur nos épaules individuelles là, la pression à avoir des retombées tangibles immédiates. Des fois, ça prend des générations. Donc, c'est de voir ça sur le temps long. La lutte, ça nous aide à ne pas perdre le focus. Puis comme tu disais bien, je ferai la balle au bon sur un camarade et collègue, Hugo Valiquette, de la CETRA, qui nous dit tout le temps arrêtez de nous dire qu'on est trop épuisé ou fatigué pour se mobiliser. Quand on se mobilise, on se craint. On se retrouve, on va chercher de l'énergie, comme tu disais, on donne du sens, on crée du lien, donc ça énergise. Mais au-delà de tout ça, il y a un paquet de choses tangibles qu'on est capable de nommer, comme quoi que la lutte, ça fonctionne dans plusieurs cas. Évidemment, la liste est pratiquement infinie, mais au niveau simplement législatif ou des politiques, des lois, pensons à la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale qui a été le fruit de dizaines d'années de lutte dont les groupes communautaires ont été au centre. Plus récemment, la politique de lutte à l'itinérance qui reconnaît l'itinérance comme un déni de droit, qui est une première dans une politique. Les groupes communautaires l'ont revendiqué pendant 10 ans. C'est pas rien. Au niveau des pratiques, les cliniques juridiques, les services juridiques accessibles, c'est une bébite du communautaire. Les CPE, les garderies, la même chose. Donc, il y a des pratiques qui ont été, disons, étendues dans les services publics qui viennent du communautaire. Au niveau des droits, pensons juste aux logements sociaux. S'il n'y avait pas eu des groupes comme le Frappru, on peut fort se dire qu'il y en aurait probablement très peu ou pas. Quand on parle d'un droit aussi, en fait, la possibilité de résigner un contrat de cellulaire, ça vient des groupes de défense des droits des consommateurs. Le fait qu'on ait les photos des personnes sur les bulletins de vote, ça vient des groupes qui sont en soutien avec les personnes analphabètes et peu alphabétisées. Bref, ça pourrait aller loin, là. Mais juste en termes de financement des groupes, là, depuis 2016, là, les mobilisations qu'il y a eu, notamment via la campagne Engagez-vous pour le communautaire, je pense qu'on est capable de se dire que ça a contribué à augmenter le financement. On a été chercher près de 200 millions. C'est pas rien. C'est difficile à sortir une variable qui dirait c'est à cause qu'on a fait telle action que ça a fonctionné, mais on l'a fait, puis il l'a eu. Donc, c'est difficile de se dire que ça servait à rien. Parce qu'il a fallu le faire pour s'y rendre. Puis juste au niveau des idées, là, je pense que le communautaire est garant de valeurs puis de modèles de société, disons, progressistes, des valeurs d'inclusion, d'égalité, de démocratie qui participent au débat public. Ça a certainement un impact sur l'évolution de la société, les débats d'idées. C'est pas tangible, hein? C'est difficile de noter un impact précis, comme tu disais, pour la résistance.
Mais je pense que le communautaire, là, dans la foulée des luttes, nos lettres ouvertes sont lues, ils servent à quelque chose. Donc, c'est un des éléments qu'il ne faut pas oublier, les débats d'idées auxquels on participe. Je trouve que c'est des exemples assez parlants. En fait, je pense qu'à travers tout ça, c'est parfois lorsqu'on en est dans des périodes ou des moments de lutte, comme on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais il y a des moments de découragement parce qu'on ne voit pas toujours la portée directe de l'action au jour le même quand on est dans la rue ou même dans un timeline, disons, de quelques mois. Mais lorsqu'on prend un pas de recul et qu'on regarde l'histoire et les décennies qui s'enchaînent et les différentes luttes qui ont été portées, il y a des résultats qui sont tangibles et concrets. Et j'aime aussi beaucoup l'exemple de... non seulement il y a des résultats tangibles, mais il y a aussi, en sens inverse, des acquis qu'on arrive à préserver et il y a des reculs qui ne se font pas et qui sont super difficiles à chiffrer. J'y avais jamais pensé à celle-là, mais je la trouve vraiment évocatrice également. Si vous voulez bien, je nous transporterai vers la transition, vers l'après-crise. Je touche du bois en disant ça, mais la crise sanitaire, et là, en préparation de l'entrevue, on s'est dit, bon, on parle-tu, on est tellement écœuré de parler de la crise, on en parle-tu, on n'en parle pas. Mais en même temps, il y a quand même un point tournant de cette crise-là dans la dynamique entre les groupes communautaires et le gouvernement. La crise sanitaire a été un phénomène, elle est encore, je parle au présent, est un phénomène social total, c'est-à-dire qu'elle a un impact sur tout le monde, sur toutes nos institutions, sur tous nos milieux de vie, sur tous nos milieux de pratique. Et par ailleurs, dans le milieu communautaire, on doit dire qu'on a observé de manière exacerbée des tendances déjà dénoncées depuis plusieurs années de désengagement de l'État, de partenariats publics, privés avec des fondations, d'enveloppes ministérielles rattachées à des plans d'action plutôt qu'au rehaussement du financement de l'émission de base. Donc, je nous relance un peu dans la même thématique qu'on vient d'aborder, mais pourquoi c'est important, le financement à la mission? Pourquoi on lutte pour le financement à la mission? Parce qu'on aime ça, le financement de mission. En fait, c'est pas mal Ça ce qui goûte nous... bon. Ouais, miam. Mais c'est pas mal ce qui nous permet de survivre. Puis, tu sais, dans la crise, on l'a vu vraiment, là, les groupes ont été hyper réactifs, hyper adaptables. Ils se sont vraiment, vraiment revirés de bord super vite, là, plus vite que toutes les grosses machines gouvernementales, municipales, etc. Puis, le fait d'avoir du financement à mission, premièrement, ça te permet une stabilité, là, dans un premier temps. Mais ça te permet aussi, étant donné que c'est toi, le groupe, qui décide qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là, ça te permet d'être hyper collé sur la réalité du terrain. T'sais. Fait qu'il y avait cette expertise terrain-là que les groupes avaient, que les groupes ont, puis qui s'est avérée comme vraiment hyper essentielle pendant la crise. Puis, tu sais, les groupes ont été hyper disponibles pour la population sur le terrain, évidemment, là, pour faire du service direct. Là, puis je mets des guillemets quand je dis service, toujours. Mais les groupes ont été super bons pendant la crise aussi pour, en fait, nommer tous les angles morts parce qu'il y en avait en tabarnouche des angles morts du gouvernement pendant la crise, là. Puis, tu sais, le gouvernement, il allait vite, puis il allait pour la moyenne des ours. Puis la moyenne des ours, c'est clairement pas les gens qui sont dans les groupes communautaires. Fait que, tu sais, c'est sûr que si les groupes ont été capables de pointer puis de faire reculer le gouvernement, tu sais, le plus gros exemple pendant la crise, ça a été le couvre-feu pour les personnes en situation d'itinérance. C'est celui qu'on a entendu parler le plus. Mais tu sais, les groupes, on a joué un rôle aussi super important pour la vaccination. Puis là, je parle pas nécessairement pour faire sortir la vaccination, pour convaincre le monde d'aller se faire vacciner, parce que ça, honnêtement, d'après moi, c'était le rôle de la santé publique de faire ça, pas le rôle des groupes communautaires. Mais les groupes ont joué aussi le rôle de dire au réseau, « Hey, la façon dont est organisée ta vaccination, elle marche pas pour les personnes exclues, pour les personnes en situation de défavorisation, pour les personnes racisées, pour les personnes qui parlent pas français, qui parlent pas anglais, qui peuvent pas se déplacer, on leur demande d'aller à l'autre bout de la ville, pour les personnes handicapées. » Fait que, tu sais, de nommer ça. Fait que là, on est dans de la transformation sociale très, très rapide, tu sais, mais avec des impacts vraiment
très immédiat. Fait que c'est le fun, c'était le fun. C'était le fun, la pandémie. Vraiment. Beaucoup de plaisir. Mais ça a été un condensé de ce que les groupes sont capables de faire, qu'ils font sur le long terme d'habitude, puis qui est donc difficile à chiffrer rapidement. Mais là, clac, 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 on a tous vu ça en quelques semaines. Vraiment, fait que, en tout cas, chapeau les groupes. Puis, si vous n'êtes pas fatigué en ce moment, ben, vous êtes chanceux. Parce que, tu sais, on le sent encore, là, la fatigue dans les groupes post-pandémie, ça n'est pas terminé. Puis oui, fait que voilà, ça a été le financement mission pour revenir avec cette grande écartade à la question de base. Donc, oui, le financement mission a permis au groupe avant la pandémie, d'être sur le terrain, d'être hyper groundé dans la communauté. Puis à ce moment-là, on a été capable, j'allais dire, d'échapper personne. Je croise les doigts, là, mais tu sais, s'il n'y a pas tant de monde que ça qui ont été échappés, c'est vraiment en grande partie à cause des groupes communautaires. Le premier ministre François Legault a lancé des fleurs au milieu communautaire au début de la crise sanitaire, au printemps 2020. Il y a des fonds d'urgence qui ont été envoyés aux groupes communautaires aussi. Ce que j'aurais envie de vous demander par rapport à ça, c'est qu'en est-il de tout ça à l'heure actuelle? Juste le fait qu'il accorde autant de fonds d'urgence rapidement, quoi qu'il a fallu qu'on le demande puis qu'on fasse des pressions, là, ça démontre le problème du sous-financement qui prévalait avant. Il y a près de 190 millions, je regarde ma collègue Céline, qui ont été envoyés en fonds d'urgence. C'était ciblé, c'était ponctuel, il y avait une lourdeur administrative assez forte, si bien que même dans certains délais, il y a beaucoup de sommes, c'est près de la moitié dans certains secteurs là, qui ont été retournés ou qui n'ont même pas été utilisés parce que ce n'était pas adapté à au contexte, à une reddition de comptes qui était accrue, à laquelle les groupes n'étaient pas habitués. Ils avaient besoin de se revirer de bord, comme on disait plus tôt. Donc oui, il y a eu une reconnaissance de notre rôle essentiel. Il y a eu de l'argent, il y en a eu beaucoup en peu de temps, mais ça a été envoyé de façon assez, décousue et pas rattachée à la flexibilité dont les groupes sont habitués à avoir dans un contexte de financement à la mission. Donc oui, les fleurs, mais ce que ça nous dit, c'est que ça confirme le sous-financement qui existait avant, qui va perdurer après, parce que ces sommes-là sont déjà parties. Là. Ils ne reviendront pas. Donc voilà, donc il y a eu beaucoup de fleurs, puis on l'a vu aussi dans les médias, il y a eu une couverture à laquelle on n'était peut-être pas habitué, mais dont le ton et le type de couverture aussi, on était habitué de le voir. Hein. Ce dont on a parlé le plus, c'est les aspects plus visibles des services à la population. Il faut le dire, le groupe communautaire offre des services alternatifs à la population qui sont essentiels, importants, mais ce volet alternatif-là, comme étant distinct des services offerts par les services publics de l'État, n'a pas été mis de l'avant trop. D'autant plus qu'il y a un paquet de trucs qui ont été faits par les regroupements nationaux, tous les groupes en défense des droits pour accompagner les chômeurs, les chômeuses dans les demandes pour le soutien financier de la PCU. On n'en a pas parlé trop. Donc, il y a un paquet du travail terrain qui était pourtant essentiel dans la pandémie, qui a été mené à bout de bras, mais dont on n'en a pas entendu parler. Donc, ça confirme beaucoup là, que il y a encore, une vision un peu charitable du communautaire, comme le sous-sol d'église qui va toujours être là. Là, on parle vraiment d'une couverture médiatique de surface qui est dont on a vu beaucoup durant la pandémie, puis qui nous met de l'avant aussi que il est temps que ça change. Là. Le communautaire, c'est pas juste de la bonne charité chrétienne. Justement, les groupes sont nés pour se distancer de ça. C'est pas juste des bénévoles, il y en a beaucoup, c'est tant mieux. Il y a beaucoup de militantes, mais c'est surtout 60 000 travailleuses et travailleurs qui ont des familles, puis que, bref, c'est leur travail, puis qu'ils le font bien. Donc, je m'emporte, mais... paradoxe avec justement comment on parle du communautaire dans la pandémie, essentiel, mais
la façon dont ça a été reconnu... Très ordinaire. Puis si je peux me permettre de réenchérir sur les fonds d'urgence, en fait, du gouvernement du Québec, il y en a eu vraiment très peu. Là. Puis, si on parle juste des groupes santé, services sociaux qui sont financés au PSOC, qui sont 3 000 sur les 4 000 groupes au Québec à peu près, le fonds d'urgence du gouvernement du Québec a couvert le premier mois de la crise. C'est juste ça. Ça a été comme fini après, là. Ça n'a pas duré juste un mois, là, cette crise-là. Juste le premier confinement a duré 3 mois. Mais ça a été à peu près tout. Il y a eu quelques fonds sectoriels hyper ciblés, un petit peu en sécurité alimentaire, un petit peu en itinérance, un petit peu pour les refuges, en fait, les hébergements pour les femmes victimes de violences. Mais c'est des tout petits secteurs par rapport à l'ensemble du travail qui se fait sur le terrain. Puis, en fait, mais en parallèle à ça, il est arrivé les fonds fédéraux qui ont été confiés à des fondations pour être distribués aux groupes communautaires. Fait que là, il y a eu... Ça pose des enjeux assez importants aussi, là, où on se retrouve avec des fondations publiques ou privées, qui gèrent des fonds publics et qui vont elles-mêmes décider qui est admissible, qui n'est pas admissible, qui vont faire des choix. Où là, il y a, je pense, des problèmes d'imputabilité puis des problèmes de transparence dans la gestion des fonds publics. La Ville de Montréal, même chose. Ils ont donné l'argent à des fondations privées pour que les fondations les distribuent. Puis, il y a aussi il y a beaucoup de fonds d'urgence qui sont venus carrément d'un consortium de fondations privées aussi, des grandes familles montréalaises, qui sont arrivées avec ils ont débarqué dans les quartiers avec des grosses sommes d'argent en exigeant qu'il y ait des plans d'action qui se fassent dans les quartiers, où ils ont même eu l'audace de dire aux quartiers comment faire un plan d'action de quartier, ce qui est très sympathique parce que c'est pas du tout votre job de faire ça comme CDC puis comme table de quartier, des plans de quartier. Bref, avec comme des orientations très précises aussi, où vous allez aider la santé publique à rejoindre ses objectifs. Et non pas les objectifs que vous évaluez et que vos membres évaluent qui doivent être faits. Voilà, fait que quand on voyait passer tout ça, ces fondations-là, l'action des fondations qui gèrent des fonds publics et ou qui essayent d'orienter le travail des groupes, c'est sûr que c'est inquiétant, mais en même temps, on était dans l'urgence, il y avait des besoins, il fallait répondre au monde, c'est correct. Mais Colin, c'est en train de s'installer. On n'est plus dans l'urgence de la première vague, là, mais pourtant, cette espèce de tendance-là, le gouvernement, il la prend encore. Il est encore en train de confier de l'argent public à des fondations, puis le sous-financement des groupes fait en sorte aussi que des grandes fondations vont comme voir le vide et le manque et être tentées de rentrer dedans. Fait que oui, ça pose des enjeux sur l'autonomie des groupes, sur le rôle de transformation sociale aussi. Est-ce que ces fondations-là qui se mettent à nous supporter ont vraiment l'intention de nous laisser transformer la société de laquelle ils bénéficient? C'est une question que je pose, mais voilà, fait qu'on n'en est pas sorti encore. Super intéressant les exemples que vous donnez. Je trouve qu'elles témoignent bien de comment des luttes qui étaient déjà portées par le milieu communautaire pour, dans ces derniers retranchements de reconnaissance de l'action communautaire autonome, ont été exacerbées, pour reprendre un terme que je reprenais un peu plus tôt pendant la crise. Et dans ce contexte-là, ce que j'aurais envie de vous demander, c'est quels sont les défis maintenant pour se relever de la crise en tant que milieu communautaire, notamment avec la mobilisation sur ces luttes-là qu'on porte depuis plusieurs longtemps, qu'il faut relancer là, de manière assez active. Ben, le défi de la mobilisation là, est perpétuel. Hein. Mobber, ça se fait pas de façon constante et permanente. Hein. Il y a des effets de vague. C'est sûr que pendant une pandémie mondiale où le collectif était justement mis sur pause, c'est d'autant plus difficile. Hein. C'est sûr que j'avais prévu une réponse qui nous amène sur la question du financement, de la défense de l'autonomie, de la reconnaissance. J'y viendrai.
Mais il faut dire que le défi de la mobilisation, je veux dire, il est partout le même, peu importe le front, là, tu sais, les féminicides font l'actualité. Il y a des enjeux dans tous les secteurs, donc parlons d'urgence climatique. Bref, la mobilisation dans le contexte actuel n'est pas évidente, hein. Il y a un épuisement, que ce soit dans le milieu communautaire ou ailleurs, partout. Donc, le défi est là. Mais c'est énergisant de se mobiliser, d'autant plus quand il y a des fenêtres d'opportunité, entre guillemets, ou des contextes qui semblent plus favorables à d'autres. Notamment en termes de financement puis de reconnaissance actuellement, je pense que la colère qui a été générée pendant la pandémie par les groupes, la colère vécue par les groupes communautaires pendant la pandémie, elle est telle actuellement. Il y a beaucoup d'attentes. Il y a eu beaucoup de promesses de la part de la CAQ en termes de financement. Rappelons-nous, avant qu'ils soient élus, ils avaient promis un rehaussement substantiel du financement à la mission, un allègement des processus administratifs. On l'attend encore. Puis le bilan de la CAQ en termes de communautaire, si on veut, n'est pas très reluisant, là. Puis ils ont toutes leurs preuves à faire. Les promesses ont été rompues. On nous avait promis un plan d'action gouvernemental au dernier budget qui était censé être accompagné, et je cite, d'un financement substantiel. On a su 48 heures avant le dépôt du budget que ça n'avait pas passé, que là, c'était parti remise à la dernière année de leur mandat. Évidemment, on était mobilisés, notamment via la campagne Engagez-vous. On ne prendra pas juste des belles promesses pour du cash, comme on dit bien. Mais là, cette année préélectorale, le prochain budget, là, ça passe ou ça casse. Il y a beaucoup d'attentes. Eux-mêmes ont créé des attentes en répétant sans cesse les promesses de rehaussement, d'un plan d'action gouvernemental. Donc, les attentes sont fortes, puis les groupes sont en colère. Les conditions de travail sont généralement pas très reluisantes dans les groupes communautaires, pour être poli. Il y a eu beaucoup de mobilisation syndicale pour rehausser les conditions de travail dans le secteur public. Ça a porté fruit. Les mesures pour agir contre la pénurie du personnel dans un paquet de secteurs, il y a de l'argent qui pleut. Le communautaire aussi là, vit ces enjeux-là. Donc, il y a beaucoup d'attentes. Le momentum est assez fort actuellement via la campagne Engagez-vous, notamment. Il y a eu une première vague de fermeture le 25 octobre. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient participé à ces actions-là? On voit plein de mains qui se lèvent. On était plus de 500 là, à avoir fermé les portes le 25 octobre pour dire un ras-le-bol assez fort au gouvernement pour dire là, il faut que tu finances les groupes, ça ne fonctionne pas. La bonification dans les conditions de travail dans le réseau public, c'est un attrait assez fort pour n'importe quelle personne qui veut avoir des conditions de travail décentes. Les groupes sont à risque de fermeture. Donc, bref, on est en campagne toute l'année. Le prochain stop, c'est en février. On marque un 4 jours de fermeture, donc du 21 au 24. Donc, carton rouge pour la CAQ. Le go au banc des pénalités, c'est le slogan. Ça va partir dans les prochains jours. Primeur. Mais la mob est difficile, mais s'il y a quelque chose qui est générateur de mobilisation, c'est quoi? C'est la colère, c'est l'indignation, c'est le ras-le-bol. Puis actuellement, je pense que les groupes sont vraiment écœurés. Puis ça peut se régler, là. Une augmentation du financement à la mission va permettre de rehausser les conditions de travail, donner de l'air aux groupes pour se concentrer sur autre chose que de la prestation de services qu'on fait des fois à l'arrache, mais se concentrer sur une mission de transformation sociale plus large. Donc, la mobilisation actuellement, elle s'enclenche. On a marqué le coup le 25 octobre. Le prochain grand moment, c'est en février du 21 au 24. Il y a beaucoup qui pourrait être dit là, sur les raisons qu'on a d'être en colère puis de se mobiliser. Je ne sais pas si tu veux
Tu veux savoir pourquoi je suis en colère? Pourquoi tu es en colère? La liste est longue. Oui, c'est mon état permanent d'être en colère, mais c'est le fun, je suis payée pour ça. Yay! Mais non, écoute, j'ai rien à rajouter à ce merveilleux discours. Tristan, tu traduis très, très bien ma pensée. Mais oui, les services publics, je dirais, m'inquiètent beaucoup en ce moment. Beaucoup. Beaucoup. L'État, des services publics, du réseau de la santé, de l'éducation, entre autres. Je suis très inquiète et en colère de ça aussi. Et puis je pense qu'il va aussi falloir faire quelque chose comme mouvement pour freiner le démantèlement de tout ça parce que la conséquence, c'est que c'est les groupes communautaires qui ramassent le monde, là, puis c'est pas notre job de ramasser le monde qui n'ont pas de services dans le réseau de la santé. C'est notre job de revendiquer qu'il y ait des services, puis nous autres, on fait autre chose. On est des milieux alternatifs. On n'est pas là pour patcher les trous du milieu de la santé, ni de l'éducation, ni des programmes sociaux. Fait que voilà, j'essaie d'être positive, mais c'est pas toujours facile. Je suis en colère. Mais quand on se préparait un peu à la rencontre, on a discuté la semaine dernière, mais Tristan, tu partageais que tu sentais quand même un momentum qui n'avait pas été aperçu depuis longtemps dans le milieu communautaire quand même en termes d'écœurants de titres puis de mobilisation. Ben, clairement, on n'a jamais été aussi près du but d'avoir autant de financement aussi rapidement. Là, on a un gouvernement qui veut, sans les caricaturer, là, cocher les cases de leurs promesses. Là. Des vis-à-vis gouvernementaux nous l'ont carrément dit. Là, ils veulent remplir leurs promesses. Ils ont intérêt à le faire. Si on n'a pas eu les sous l'année passée, c'est fort probablement parce qu'ils voulaient capitaliser au niveau électoral, d'autant plus en étant plus près des élections. Rappelons-le, là, en septembre prochain, on va être en élection. Il n'y a pas eu de promesses ou de plan d'action du gouvernemental découlant de la politique B.A.B.A., une politique sans mesure, sans plan d'action, ça prend la poussière, ça sert à rien, en fait, hein, c'est des grands alignements. Il n'y a pas eu de plan d'action découlant de la politique de 2001 dont on parlait plus tôt en 15 ans. Là, ça fait 3 ans qu'on travaille sur ça. Il est prêt. Mais on a été mobilisés pendant tout ce temps-là, puis on envoyait le signal clair que, bon, ben s'il n'y a pas d'argent avec ce plan d'action-là, sors-le pas, là, parce que ben, vous allez perdre des plumes, puis nous, on va faire du bruit. Donc, cette game-là, elle se joue depuis 3 ans. Donc, on attend nécessairement à ce qu'il y ait des sous rattachés à ça. Autrement, je veux dire, les groupes communautaires, leur pertinence témoigne d'eux-mêmes. Je veux dire, c'est vous, là, les groupes sur le terrain, l'appui de la population. On a beau faire des sondages, c'est unanime. Le communautaire fait partie des piliers du filet social. Autrement, la mobilisation, elle est bien faite. Les groupes, c'est des machines de mobilisation. Le 25 octobre, on a eu en 2 jours plus de 60 apparitions médiatiques. Bon, c'est pas un gain de paraître dans les médias, mais c'est quand même un bon indicateur que nos messages se parlent. Il y a eu des actions partout. Puis il y a eu pendant 1 semaine et demie des interventions des oppositions qui ont tout intérêt aussi à relayer nos messages à l'Assemblée nationale. Ça se parle, ça bouge. Puis je vous dis ça pas parce que j'ai une expérience meilleure que les autres qui me permet de le dire, mais en étant inspiré par mes collègues, vos collègues, à vous qui sont dans le milieu depuis des fois 20, 30 ans, qui le voient, là, le contexte actuellement. Donc, on nous dit au gouvernement que ça sent bon, puis puis que notre tour s'en vient. On va pas se limiter à ça. Là. On le sait bien, les promesses, c'est vite relégué en promesses électorales. Cela dit, c'est un bon indicateur qu'il faut redoubler d'ardeur pour augmenter la pression, parce qu'on va pas se leurrer, là, mobiliser sur le financement constamment. Il y a autre chose aussi que le financement des groupes communautaires, là.
la mission même des groupes communautaires, c'est pas de revendiquer pour leur propre financement, c'est de mener des actions de transformation sociale en logement pour l'itinérance, la pauvreté, la solidarité internationale. Donc, ça serait le fun qu'on l'ait enfin ce financement-là pour pouvoir se concentrer sur d'autres enjeux, enfin avoir les moyens de faire notre travail. On le fait déjà très bien, mais d'avoir les moyens de le faire encore mieux. Bref, le contexte est vraiment là, puis c'est pas tant naïf. Là. Je pense qu'il y a beaucoup d'indicateurs. Il y a un paquet de regroupements provinciaux. On le sait, les programmes sont morcelés à travers tous les ministères. Puis il y a beaucoup de ministres là, qui disent « Ouais, bon, le financement, OK, là, mais attendez le plan d'action, là, ça s'en vient. Il y a d'autres types de financement en projet qui commencent à être transformés en financement mission. C'est un autre indicateur, ça se voit. Donc, bref, il y a un paquet d'indices qui nous motivent ou qui nous disent « Bon, le contexte, il est particulier. » On va pas être naïf, là, je te sens là, ramener l'autre. Je suis pas d'accord. Mais bref, le contexte c'est là. On n'a pas de boule de cristal. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que redoubler d'ardeur pour mettre la pression? On va pas se croiser les bras puis attendre. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord avec ça, par exemple. J'entends donc que la période préélectorale qui, si elle n'est pas déjà commencée, elle va s'entamer sûrement très rapidement à partir de l'hiver, au retour des fêtes. Le dernier budget qui va être déposé par la CAQ pendant son mandat, ça va être au mois de mars. Il y a des promesses qui veulent cocher, comme tu dis, donc on aura l'occasion de voir. Et ça m'amène au prochain sujet que j'avais envie de discuter un peu avec vous. On parle depuis le début de l'émission de grands principes de reconnaissance et de l'importance du milieu communautaire dans le maintien des communautés, dans le développement social. Mais si on prend le temps de nommer clairement les demandes, je sais qu'il y en a beaucoup, là, mais s'il y en a quelques-unes qu'on souhaite mettre de l'avant pendant que je vous ai autour de la table avec moi aujourd'hui comme regroupement, quelles sont les revendications de financement portées par le milieu communautaire actuellement? Les revendications de financement sont évaluées à 460 millions par année. Ça, c'est pour l'ensemble des 4000 groupes de tous les secteurs. C'est basé sur le manque à gagner. Donc, ce que les gens demandent et ce qu'ils ont. La différence, c'est ça. C'est un montant qui a été indexé à travers les années. L'indexation, c'est une autre revendication des groupes. Au-delà même d'un financement adéquat annuellement, c'est que ces montants-là soient indexés non pas de façon aléatoire ou pas pantoute, comme c'est le cas dans un paquet de programmes, mais qui soient indexés à environ 3,25, qui est le taux d'indexation au coût de système. C'est un peu le taux d'indexation, bon, j'ai pas la source exacte, mais qui est tiré dans le réseau de la santé. Parce que les organismes communautaires ne vivent pas comme des ménages, hein, on le sait. Ils ont un paquet de coûts de système. Donc, l'indexation, en plus du financement annuel chiffré à 460 millions, c'est dans les grosses revendications. C'est celles qui sont portées beaucoup actuellement, notamment dans le cadre d'un budget, hein, celui qui s'en vient en avril 2022. Autrement, il y a la revendication du respect de l'autonomie telle qui est, disons, nommée et protégée. On aimerait, par la politique de 2001, notamment, on demande que cette politique-là soit pas juste un document qui soit, disons, dont l'application serait volontaire par les différents ministères chargés de gérer des programmes de financement, mais qu'elle soit prescriptive, donc qu'elle soit obligatoire dans l'appareil gouvernemental, comme quoi que les différents programmes de financement dans les différents ministères soient obligés de l'appliquer, d'appliquer les critères, d'appliquer l'autonomie, c'est quoi. Ça se fera pas tout seul, hein, ça prend un travail de vigie, puis c'est un peu ça notre travail, hein, de s'assurer que cette autonomie-là soit garantie. Et la troisième grande revendication là, de cette campagne, engagez-vous pour le communautaire-là, nul autre que la réalisation de la justice sociale. Bon, c'est moins une revendication qu'un projet de société sans utiliser un mot trop général. Ça passe surtout par un réinvestissement massif là, dans les programmes sociaux, les services
publiques, puis on pourrait même aller jusqu'à parler des revendications de réforme fiscale menées par la coalition Main Rouge. Ces programmes sociaux-là, le financement à la mission des groupes communautaires, les services publics, ça peut être financé de façon adéquate si on s'en donne les moyens. La richesse, elle existe, là. Il faut juste aller la chercher. Il y a un paquet de réformes fiscales qui sont très concrètes, là, qu'on pourrait mettre en place maintenant pour financer tout ça. Donc, j'ai parlé là, de la coalition Main Rouge. Vous irez vous informer si ce n'est pas déjà fait par rapport à ça. Mais c'était les grandes revendications portées par la campagne Engagez-vous pour le communautaire, dont le côté montréalais. Là, on est ici à Montréal, à l'Escogriffe. Engagez-vous est organisé surtout par antenne régionale. Chaque région a des comités de mobilisation. Et à Montréal, le FRACA a, de façon exemplaire, mis la justice sociale au devant de la scène. Ça, c'est excessivement inspirant. Oui, le FRACA qui est le Front régional d'action communautaire autonome, donc le FRACA. Et d'ailleurs, on est plusieurs donc, regroupements régionaux montréalais d'action communautaire autonome à travailler ensemble dans le cadre d'Engagez-vous, mais aussi dans le cadre de plein d'autres luttes. On a été en action, là, on a sorti une plateforme de revendication dans le cadre des élections municipales, donc on s'intéresse à l'ensemble des luttes sociales. L'ensemble, mon Dieu! Je pense pas qu'on puisse couvrir l'ensemble des luttes sociales, là, mais on essaie de se coordonner, on essaie d'unir nos forces aussi. On est super multisectoriel et d'ailleurs, il y a des CDC, des corporations de développement communautaire qui participent au FRACA et je veux vraiment profiter de cette tribune-là pour inviter toutes les CDC qui font partie du grand mouvement de l'action communautaire à joindre le FRACA. Oui, on est assez bien organisé, on est très ACA, là, on fonctionne en collectif de manière non hiérarchique. C'est vraiment un endroit plaisant où s'impliquer, où se mobiliser. On appelle souvent aussi à faire des actions locales, hein, nationales, régionales, locales. Les actions locales puis le travail local des groupes est super important également. Mais c'est le fun de faire des liens là, pour vraiment s'adresser aux programmes sociaux puis aux enjeux là, sociétals et systémiques là, qui sont majoritairement contrôlés par les gouvernements. Donc, c'est ça, on agit à tous les niveaux et on est en lien là, national, régional et local. Par rapport à lorsque tu parlais, Tristan, du 460 millions, je pense que ça peut valoir la peine de remettre un peu en contexte. Avant la pandémie, en 2000, je pense au budget 2019, avant que la CAQ rentre au pouvoir, le gouvernement en place avait déposé un budget avec un surplus, si ma mémoire est bonne, de 6 milliards. Donc, si on a envie d'agir en amont de plusieurs problèmes de santé, entre autres choses qui peuvent se développer, je pense que ça peut valoir la peine qu'il y ait un gouvernement qui investisse quand même dans le milieu communautaire. D'ailleurs, je pense que 460 millions, je ne connais pas le budget annuel en santé, là, qui est la plus grosse part de la tarte, mais je suis assez convaincu que ce serait un investissement qui rapporterait à l'État. Tristan et Marie-André, on a fait un bon bout, là, un bon tour d'horizon de l'histoire des luttes communautaires d'hier à aujourd'hui. On a aussi présenté les revendications qui sont actuellement portées par le milieu communautaire. J'aimerais conclure notre discussion sur une question qui nous projetterait vers l'avenir. Donc, maintenant qu'on a entamé les années 2020, dans quelle ère de lutte pour la reconnaissance du milieu communautaire et la préservation de notre autonomie les années 20 seront-elles marquées selon vous? Eh boy! Ça dépend de l'issue du prochain budget, j'ai l'impression. Il y a beaucoup d'attentes. Et certains, puis tu sais, c'est difficile, là, les discussions de boules de cristal, tu sais. On est clairement... tu sais, quand on regarde, mettons, les grandes périodes de l'histoire du mouvement communautaire, il y a eu la période de reconnaissance là, qui était autour de l'adoption de la politique de 2001, les années 90-2000. Ensuite, il y avait l'ère là, de résistance contre l'austérité, le néolibéralisme. J'ai l'impression que là, avec la campagne Engagez-vous, les dernières années, on est plus dans un retour à, disons, des enjeux de reconnaissance et de financement, comme on a
connu au niveau de l'adoption de la politique. Mais c'est difficile de se projeter. D'autant plus que c'est difficile de mobiliser aussi largement sur des enjeux de financement, alors qu'il y a un paquet d'autres enjeux qui sont tout autant importants. Je veux dire, au dernier mini-budget, le logement social a été attaqué de plein fouet, là. Ça va prendre une mobilisation pour agir face à ça. Les féminicides sont encore d'actualité. On vient de terminer là, les 12 jours d'action pour lutter contre les violences faites aux femmes. Il y a tout un plan d'action en entier simplement là-dessus dont on pourrait faire. Donc, j'ai pas l'impression que dans le cycle actuel, on va être capable de... Bon, je recule. Pas que j'ai pas l'impression qu'on va pas être capable de mener encore une lutte pour la reconnaissance et le financement. Cette lutte-là, c'est notre travail éternel, là, de jouer cette vigie-là. Mais le momentum actuel, ça va prendre un petit bout de temps avant qu'il soit aussi fort. Donc, au lendemain des prochaines élections, j'ai pas l'impression qu'on va être dans un climax aussi fort au niveau du financement. Les cycles de mobilisation, ça va, ça vient. On peut pas les maintenir pendant 3-4 ans dans un pic, là. Donc, bon, là, je suis naïf, peut-être un petit peu, dans mes espoirs au prochain budget pour pouvoir ensuite se mobiliser ensemble sur autre chose que le financement. Ça serait mon souhait le plus fort. Mais on est clairement dans une période actuelle très marquée par la reconnaissance, le financement, d'autant plus dans un contexte de pandémie où les atteintes à l'autonomie ont été très fortes. Mais avec le prochain gouvernement, je ne sais pas comment ça va se déplier, tout ça. Ça va être au groupe de voir sur quoi ils vont décider de se pencher. Puis on est habitué aussi de lutter sur différents fronts en même temps. Je veux dire, les campagnes... c'est pas une ou l'autre, hein? C'est plusieurs en même temps. Mais ça serait donc le fun de poursuivre dans cet élan unitaire-là de la campagne Engagez-vous pour le communautaire en mettant de l'avant une série de revendications qui soient plus près de la justice sociale, des droits socio-économiques, plutôt que des enjeux simplement de financement. Donc on met le paquet maintenant, puis on passe à autre chose après, OK, gang? Je fais des blagues. Oui, on est vraiment à une espèce de croisée des chemins là, en ce moment où je sens puis les groupes expriment d'avoir certains besoins de se reconnecter avec les racines du milieu. Là. Je pense qu'il y a un besoin, il y a une envie de parler d'éducation populaire autonome, de prendre un temps de recul, de prendre un temps d'arrêt. On est fatigué, ça tombe bien. Mettons, prenons une petite pause puis demandons-nous, tu sais, c'est quoi le sens de nos actions? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Parce que, oui, si on sent une certaine ouverture du gouvernement à vouloir financer les groupes communautaires, on ne se le cachera pas que la volonté, elle est là aussi de financer les groupes pour faire la job de l'État, pour donner des services que le gouvernement a de la misère à donner lui-même. Et les groupes, on est tellement sous-financés que c'est tentant d'aller chercher cet argent-là pour combler le sous-financement. Mais après ça, tu sais, il y a eu aussi dans les 10-15 dernières années quand même une espèce de transition ou mouvance là, entre des groupes militants à des groupes de services. Fait que moi, j'aimerais ça qu'on prenne un petit temps de recul, un petit pas de recul pour réfléchir comme mouvement à qu'est-ce qu'on veut être, qu'est-ce qu'on veut faire. Puis des fois, peut-être que ça va vouloir dire refuser du financement. Ça, c'est le gros tabou. Hein? C'est l'affaire la plus difficile à faire dans le milieu communautaire. Des fois, dire non, on ne prend pas l'argent parce que c'est pas ça qu'on veut faire, c'est pas ça qu'on est, c'est pas comme ça qu'on va travailler. Fait que, ouais, un pas de recul, c'est ce que je nous souhaite. Puis, voilà, de s'affirmer vraiment dans ce qu'on est. Ben, un autre angle, ça peut être aussi de se concentrer sur nos pratiques, au-delà de la mobilisation, c'est voir est-ce que nos bottines suivent nos
babine, comme on dit bien. On a mené un forum, le forum Voir Grand, l'année passée, où dans la programmation, on avait tout un axe autour des mots suivants, incarner notre projet de société. Donc, il y a tout un pan de réflexion puis de développement des pratiques, à savoir le changement qu'on veut voir naître dans la société. Est-ce qu'on l'incarne dans nos organisations? Puis ça implique de revenir un peu, comme tu disais, à la source. Est-ce qu'on travaille vraiment avec les personnes principales concernées par nos missions? C'est quoi la place qu'on accorde à nos membres dans les processus décisionnels dans les groupes? Est-ce que dans nos équipes de travail, on a des pratiques anti-oppressives? Comment on est tous et toutes impliqués dans la prise de décision au sein même de comment fonctionne notre boîte? Au niveau de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, il y a tout un pan de réflexion puis de critique nécessaires à adresser en matière d'inclusion. Il y a eu beaucoup de doléances, d'enquêtes, de recherches même au niveau de l'inclusion des personnes racisées dans les groupes communautaires. Donc, si on se regarde le nombril un petit peu, il y a un paquet d'affaires qu'on peut faire aussi, puis je trouve ça hyper stimulant parce que c'est un peu ça l'histoire du communautaire, c'est de se remettre en question aussi. Donc là, on parle de financement, on fait nos pep talks, mais en même temps, il y a un paquet de choses qu'on peut faire au sein de nos groupes pour se mobiliser nous-mêmes, pour incarner les idéaux au sein même de nos pratiques. Puis ça, « Be the change you want to see », ce fameux slogan-là, ben, je pense que ça peut très bien nous guider là, pour les prochaines années. Puis oui, ça implique des remises en question, mais je pense que c'est excessivement riche, là, tout ce qu'on peut faire. Puis un autre piste à travers tout ça, c'est de voir comment aussi on peut aller au-delà de peut-être d'une certaine institutionnalisation de nos groupes. Il y a un paquet de mouvances militantes, informelles, ponctuelles, notamment en matière de lutte antiraciste et de lutte au changement climatique, qui ne sont pas organisées sous un mode organisme communautaire financé par l'État, mais qui sont des forces de mobilisation, puis d'idées, puis de solutions super intéressantes. Donc, c'est de voir aussi le rythme des groupes communautaires dans leur processus organisationnel, je le dis en souriant, comment on reste ouvert à des alliances, d'être ouvert à ces mouvances citoyennes-là, parce qu'on peut se poser la question, bon, le communautaire, c'est quoi? Si on retourne là, aux années des débuts, c'était des groupes grosso modo informels, hein, des groupes quasiment d'affinité, hein, des groupes militants. On s'est professionnalisé un petit peu, il y a du bon à travers tout ça, mais il y a peut-être lieu de se questionner, bon, comment on peut être dans des alliances avec des mobilisations citoyennes un peu plus spontanées. Je pense que c'est toutes des réflexions qui peuvent nous alimenter pour la suite dans l'objectif de repolitiser, pas de repolitiser parce que ça implique qu'on n'est pas politisé, ce qui n'est pas le cas, mais de politiser davantage nos troupes dans un contexte que tu as très bien dit, où il y a une pression à pallier aux insuffisances de l'État. Là, le discours du gouvernement a changé un peu, là, bon, en simulacre de, l'austérité, bon, est-ce qu'on s'y dirige un peu moins, mais le néolibéralisme est toujours là. Il y a toujours un paradigme dominant où on veut réduire la taille de l'État, ben nécessairement, il y a des risques à ce qu'on soit utilisé dans ce dessin-là, sans être paranoïaque du tout. Si on nous finance davantage ce qu'on espère, est-ce que c'est pour faire la même chose qu'on fait actuellement ou c'est pour changer les choses? T'sais? Puis ça, je pense que c'est des questions qui nous ramènent à nos racines, comme tu l'as très bien dit, puis que peut-être qu'il va guider les prochains 10 ans du communautaire. On n'aura pas cette prétention-là, mais ça reste intéressant, somme toute. Ouais. Je trouve que c'est une belle réflexion d'ouverture dans différentes branches de sujets. Il y a plusieurs éléments dans ce que tu dis qui moi, comme employé d'une table de quartier, me parlent énormément. Il y a des gens ce soir qui sont ici, qui travaillent dans des organismes communautaires, qui font des services ou des activités ou peu importe directement avec la population. Et ce que j'aimerais faire, on va prendre une pause d'une dizaine de minutes, prendre un petit break. On va finir l'émission avec un 15-20 minutes, là, dépendamment de l'engouement. J'aimerais avoir un micro ouvert avec des courtes questions, des courtes réponses.
Puis un break de 10 minutes, je vais mettre avec leur permission, je leur ai demandé, mais je vous disais qu'il y avait un groupe ce soir qui s'appelle Cécile qui va jouer à 20h ou 21h au coût de 12$. Et avec leur permission, je vais mettre une de leurs chansons là, pour les 7-10 prochaines minutes, là, le temps de prendre un break. Puis on se retrouve dans une dizaine de minutes avec un petit refill de bière. Là. J'ai fini mon gin tonic assez vite, puis là, j'ai soif. J'ai envie de prendre un petit verre là, puis un petit gin. Puis on se retrouve dans une dizaine de minutes avec micro vert.
On va reprendre ça tranquillement, pas vite. Okay, donc, on va faire ça assez simple. Si les gens, vous avez soit une question, ça peut être une question aussi, ça peut être un commentaire éditorial si vous le souhaitez. On a juste envie de poursuivre cet espace de discussion-là avec les personnes qui sont dans la salle. C'est la première fois qu'on fait qu'on fait cette formule-là, évidemment, vu que c'est la première fois que j'enregistre devant le public pour l'émission podcast. Ceci étant dit, si jamais il y a un engouement vraiment intense, puis que vous êtes 15 à vouloir prendre la parole, je vous inviterais peut-être juste à passer à une question qui est relativement concise, puis dans les tours de réponse aussi, peut-être quelque chose qui est un peu concis également, juste pour avoir une certaine fluidité. De mon côté, je vais regarder peut-être un 15 à 20-25 minutes max, là, juste pour boucler cette émission-là aussi, puis prendre juste un verre ensemble. Si on a envie de continuer la discussion, bon, on le fera autour d'une bière. Donc, entre les tours de parole, il y a ma collègue Véronique qui va en fait passer une lingette, un linceul sur le micro. Donc, on va s'arranger comme ça. Je ne sais pas s'il y a une personne qui aura envie de prendre part. Oui, vous pouvez vous rapprocher. En fait, il y a un micro en avant. La raison pour laquelle aussi on vous demande de parler dans le micro, c'est qu'on est enregistré. Fait qu'éventuellement, quand ça va être fini l'émission, moi, je vais pouvoir tout boucler ça puis mettre ça en émission. Fait que vous ne pouvez pas juste crier votre question de votre table. Ça ne marchera pas dans l'enregistrement. Peut-être juste mentionner votre nom et si vous travaillez dans un organisme communautaire, c'est pas une condition sine qua non pour prendre la parole au micro, mais si vous travaillez pour une organisation, ça peut être intéressant de savoir vous êtes qui puis vous travaillez dans quelle organisation. Bonjour, donc est-ce que ça fonctionne? Bonjour. Bonjour, donc je suis Julie, je travaille aux ateliers d'éducation populaire du Plateau et je prends la parole ce soir pour vous parler d'une lutte actuelle. On a parlé des luttes historiques. Je pense que ça fait longtemps qu'on lutte, mais on lutte encore et plus que toujours pour la survie des 6 centres d'éducation populaire de Montréal. Voilà, on a une pétition en ce moment, on recueille le plus de signatures possible avant le 31 janvier. Donc, on est menacé de fermeture pour la mois de juin 2022. Très concrètement, on a besoin d'un soutien du ministère de l'Éducation par rapport à nos bâtiments, aux loyers qu'on nous demande de payer puis qu'on ne peut pas payer. Voilà. Donc, on voudrait que les bottines suivent les babines, comme il a été dit tout à l'heure pendant l'émission. Et voilà, on appelle le ministre, M. Roberge, à soutenir les centres d'éducation populaire. Il y a eu une minute à l'Assemblée nationale par Ruba Gazal hier, je crois, et aujourd'hui, c'est moi qui prends la parole ici. Donc, j'ai des petits flyers que je vais vous distribuer si vous voulez bien dans la salle. Puis, on pourra peut-être mettre un lien, je ne sais pas, sur le lien YouTube du podcast pour inviter à signer la pétition. S'il y a des questions, je suis disponible. Super, merci beaucoup. On pourrait effectivement mettre le lien. Puis, mes invités ont envie de réagir, donc allez-y. J'ai commencé ma carrière dans le communautaire en 2005 aux ateliers d'éducation populaire du Plateau lors d'une lutte contre la commission scolaire de Montréal pour éviter la fermeture des centres d'éducation populaire. Après ça, j'ai travaillé 12 ans au Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles, qui font exactement un de ces centres d'éducation populaire. C'est hallucinant. Et quand je suis arrivée en 2005, c'était pas le début de la lutte. Et c'est toujours pas fini. Mais chapeau à toute la gang des centres d'éducation populaire, les participants qui sont constamment en train de se mobiliser et qui n'arrêtent pas de le dire. Le centre, c'est notre deuxième maison, c'est notre chez nous, on en a besoin. Ils sont dans la rue à moins 30, devant le Parlement à Québec, devant le ministère de l'Éducation. On a fait des interventions artistiques au Conseil des commissaires, de la commission scolaire, un nombre incalculable de fois. Mais vraiment, c'est une super belle lutte. Puis on lâche pas, gang, puis on vous a entendu. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient envie de prendre part à un commentaire, une question, que ce soit sur les... On nous parlait beaucoup de financement, mais aussi
les luttes pour la justice sociale en tant qu'employé dans le communautaire, comment on le vit parfois au quotidien d'être dans un milieu où on est assez limité en ressources. Je ne sais pas, par exemple, moi, je m'occupe de relayer les offres d'emploi pour la table de quartier où je travaille et je trouve ça quand même vertigineux, le nombre d'emplois à la fois qui s'ouvrent, qui roulent, les capacités d'offrir des emplois parfois seulement temporaires, des trucs comme ça. Une autre piste de réflexion. Oui, je vous invite à vous approcher au micro. Oui, bonjour. Donc, Alexandre Reynaud, membre des Cyclistes Solidaires. J'ai 2 questions, une générale, une un peu spécifique. Je ne sais pas laquelle vous voulez. Allez avec la générale, puis ensuite la spécifique. La générale, est-ce que vous pensez que la pandémie a eu un effet quelque part positif sur le milieu communautaire? Et la deuxième, la plus spécifique, est-ce que vous pensez qu'il y a des enjeux spécifiques au plateau, parce qu'on est dans la réunion du CDC du plateau Mont-Royal, voilà, spécifique au plateau par rapport aux autres quartiers de Montréal ou au reste du Québec? Je vous laisse jammer sur la question plus générale. Ben, c'est sûr que là, avec une réponse comme ça, je vais simplement réfléchir à voix haute, partager avec vous des pistes de réflexion. Un effet positif de la pandémie pour les groupes communautaires, je sais pas, un effet de, comment dire, peut-être cimenter le sentiment de solidarité au sein des membres, au sein des groupes, au sein des équipes de travail, de mettre la main à la pâte, contribuer à l'effort collectif pour à agir dans ce contexte de pandémie-là. Il y a certainement à jouer là. Si on est un petit peu plus, disons, utilitaire face à nos revendications de financement, de reconnaissance, ça a été, disons, la pire, meilleure opportunité de faire parler de nous. Si vous voyez comment on le dit, on s'en serait passé, mais on a quand même réussi à traverser l'espace médiatique, notamment au niveau des couvertures nationales qui sont habituellement plus difficiles à percer. Ça nous a permis de mettre de l'avant le caractère essentiel des groupes communautaires. Bon, ça a été un slogan repris par un paquet de milieux de la société civile, institutionnelle ou autre, mais je pense que dans notre cas, le communautaire est effectivement un pilier essentiel du filet social. Je pense que ça nous a donné une légitimité supplémentaire pour le revendiquer. Ça a permis de prendre le gouvernement au jeu, de dire « OK, tu nous donnes autant de financement d'urgence, c'est que tu reconnais qu'il en manque. » Donc, nécessairement, ça nous permet peut-être de faire du millage sur ça. Ça a permis aussi, dans la même veine, comme on l'a dit plus tôt, puis comme il a été vraiment démontré dans un rapport de l'IRIS, le fait que le milieu associatif québécois s'en est mieux tiré qu'ailleurs au Canada. Dans notre cas, les groupes communautaires, c'est à cause du financement à la mission. C'est unique. C'est une des raisons pour lesquelles on a les mieux pataugé, pour ne pas dire navigué à travers cette pandémie-là. Bien, ça a remis de l'avant comment le financement à la mission, ça fonctionne, notamment dans des situations de crise. Fait que, pour le plateau, j'habite pas ici. Mon niveau de reach au travail n'est pas ici. Donc, j'ai envie de dire la gentrification, mais aux habitants et habitantes de mieux en parler que moi. Là, j'habite pas ici. Peut-être qu'il y a des gens dans la salle que oui, puis qui pourraient témoigner de leur vie de quartier. Je pourrais faire un petit peu de pouce sur cette réponse-là au niveau du milieu communautaire. Mais avant, est-ce que tu avais envie d'ajouter quelque chose, Marie-André, sur la question plus générale, à savoir s'il y avait des bons éléments qui étaient ressortis de cette crise-là? On m'a invité à être bref, alors je dirais non. Mais on avait convenu qu'on faisait bon cop, bad cop ce soir. Alors, voilà, non. Mais est-ce que tu sais, les gens au début de la crise qui disaient comme « c'est une occasion de se réinventer », non, gang, ça va pas bien, genre.
Elle est où la grosse transformation de la société qu'on nous avait prédit en début de crise? Je ne la trouve pas. Je trouve pas que ça va mieux. Mais c'est super. Moi, je me mobilise comme ça. Hein. Je me mobilise en étant comme choquée puis découragée. Puis à un moment donné, genre, je vois le monde qui se mobilise puis je trippe. Puis, inquiétez-vous pas, je suis pas en train de faire une dépression. Mais réponse courte, non. Pour le volet, la question qui portait plus sur le plateau Mont-Royal comme tel, j'aurais tendance à dire qu'il y a comme des mouvances un peu qui vont en sens inverse dans la mesure où je pense que cette crise-là elle nous a forcé à travailler de manière... ça doit être vrai dans tous les quartiers, mais bon, je vais répondre pour le plateau Montréal, vu que je travaille à la table de quartier du plateau Montréal. Elle nous a forcé à travailler très, très, très rapidement, à trouver des solutions. Je pense que les acteurs du milieu communautaire sont capables de trouver des solutions, puis des manières de faire de l'action pour agir favorablement dans une perspective de développement social. Mais là, c'était un tout autre niveau. Il fallait vraiment agir rapidement. On l'a fait. On s'est épuisé en le faisant parfois, mais en même temps, je pense que j'en retire, mais aussi l'équipe de travail, mes collègues, mais aussi les comités de travail sur les différentes thématiques qui se sont déployés rapidement. Je pense, par exemple, parce que c'est un de mes dossiers, mais la cellule de crise 1er juillet qui est née pendant la crise pour essayer de répondre, on avait énormément peur de la jonction des crises du logement qui existait déjà, mais également de la crise sanitaire, parce que les gens ne pouvaient pas visiter des logements, par exemple. Et on a mis en place une cellule de crise qui est encore en fonction pour la 3e édition, pour une 3e année de suite. Donc, ça reste qu'il y a quelque chose de... Je dirais qu'il y avait 2 mouvances un peu à sens inverse. C'est que d'un point de vue du travail collaboratif, il y a quelque chose de mobilisant, de structurant, même si c'est un peu épuisant. Et dans un autre sens, il y a quelque chose où ce que les populations qui sont vulnérables sont encore plus vulnérables. C'était vrai pendant la crise pour toutes sortes de raisons, d'avoir accès à des services, où, bon, il y a plein de paramètres différents selon la réalité de la personne, mais ce qui est un peu inquiétant aussi, c'est l'après-crise. Par exemple, quels seront les contre-coups sur les 5-10 prochaines années, je ne sais pas, de la santé mentale chez les jeunes, par exemple. On ne le sait pas encore. Puis ça, ben, le milieu communautaire, comme d'autres milieux, mais le milieu communautaire, il va falloir qu'il soit alerte sur ces enjeux-là parce que ça va venir interférer avec les actions qu'on va devoir déployer sur le terrain pour les prochaines années. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont envie d'embarquer dans le jam, poser une question, nous relancer ou, Bonjour, moi je suis Élise, je suis d'une autre CDC, celle de Villeray. Et j'aurais une question, puisque nous, on a, comme tous les organismes communautaires, on connaît beaucoup de roulement de personnel. Et dans nos organismes AK, notamment, on voit qu'en fait, cette fibre, justement, de lutte sociale, de transformation sociale se perd, parce qu'on se retrouve avec des équipes, des coordonnateurs, des directeurs qui n'ont plus cet historique-là. Et je me demandais si vous aviez des pistes pour nous aider à remobiliser notre monde en leur transmettant cet historique des luttes sociales au Québec. Pratico-pratique, il existe des groupes en formation qui sont merveilleux auxquels je vous invite à contacter. Là. C'est une mauvaise syntaxe, là. Mais je vous invite à les contacter. Là, le CFP, le CPRF, Relais Femmes sont super au niveau d'accompagner des équipes. Là. Ils peuvent débarquer chez vous, puis... vous mobiliser, là, vous faire découvrir les luttes sociales, l'histoire du milieu communautaire. Ils ont plein de formations, accompagnements sur faire le lien entre les services et les luttes. Fait qu'il y a moyen là, de prendre un temps avec l'équipe de travail, puis en étant accompagné avec eux pour transmettre cette histoire-là. Puis ils sont vraiment bons. Appelez-les. CFP, CPRF, Relais Femmes, on les aime. Utiliser ces ressources-là, c'est numéro 1. Prendre le moment en équipe de convenir ensemble, de prendre le temps de faire les retours après avoir été en formation, animer des moments d'échange avec nos membres, constamment le ramener
dans nos réunions d'équipe, dans nos planifications annuelles, la question qui est posée est celle de la culture un peu plus revendicatrice ou militante du communautaire qui est dans son ADN. Ça peut pas... ça se fait sur du long terme, ça se fait sur... ça va même d'anticiper le départ à la retraite d'un ou une employé pour prévoir quelque chose qui permet de transmettre le savoir, avoir un ou une dauphin qui prend le relais. Bon, c'est ça, c'est dans des conditions idéales, mais je pense que on va absorber cette culture-là, la faire vivre, la renouveler si ensemble, en équipe, on a envie de le faire. Puis pour avoir envie de le faire, il faut identifier, disons, l'enjeu à ne pas le faire. Je sais pas si vous me suivez, ça peut pas juste être la direction qui dit là, l'ACA, il faut se l'approprier, voici vos devoirs. Ben non, ça marche pas de même, il faut se donner le goût. Puis ça implique de faire des choix. Tu disais plutôt dire non à des financements qui nous pervertissent. Ça peut être dire non à des projets qui nous prennent les ressources et le temps de ne pas faire cette appropriation de la culture de l'ACA. Bon, ça reste un narratif assez vague que je vous donne, mais je pense que faut juste avoir le goût, il faut le sentir. Je pense qu'il faut que ça passe au-delà des connaissances de l'histoire. C'est de l'émotion, là. C'est de l'indignation, c'est une envie de changer les choses. Puis on n'a pas le luxe dans les processus d'embauche d'en faire un critère, hein, parce que y a une pénurie de personnel partout. Donc, c'est de se donner les moyens de rendre ça trippant. Bon, c'est assez vague, là, mais bon, c'est un élément de réponse. Je vais me permettre de faire un peu du pouce, pas tant dans une perspective de recommandation, de réponse, mais plus comme réflexion, parce que comme table de quartier, votre question nous parle beaucoup, je pense à moi puis mes collègues. Il arrive un moment comme instance de concertation où tu dois te demander, bon, est-ce que je mets plus de gaz pour continuer à donner un élan à la concertation puis à la mobilisation, ou est-ce qu'en faisant ça, je vais brûler tout le monde? Et si je donne pas de gaz, est-ce qu'on est en train de perdre tellement notre élan que la concertation s'essouffle puis on n'arrive plus à repartir? Et nous, c'est un enjeu qui est énorme cette année. Il y a des moments où on se dit, on a de la misère à avoir de la participation autant qu'on aimerait dans certaines de nos assemblées, puis dans les retours à des courriels qu'on envoie. Et on fait une manifestation, puis pourtant, on pensait qu'on allait être, je sais pas, une 15-20, puis on était pas loin de la centaine de personnes le 25 octobre. Donc, on se dit, bon, non, il y a quand même quelque chose. Donc, nous, c'est ça, on va essayer de faire peut-être une tournée de nos groupes pour essayer de les rencontrer. Après, c'est du cas par cas de quartier, évidemment, où ce que vous êtes rendu dans votre parcours de vie, de concertation qui se renouvelle, etc. Là, nous, on pense que dans notre cas à nous, on est rendu à un moment où ça va être bénéfique d'aller rencontrer en personne nos membres dans leur organisme. On en a beaucoup, là, je pense qu'on est proche d'une 60aine, fait que c'est quand même un beau défi, mais on a dégagé d'autres dossiers, on va essayer de voir comment on peut faire rentrer ça dans notre temps de travail. Sinon, les autres idées qui nous viennent en tête, c'est essayer de faire des podcasts autour d'une bière dans un bar en invitant des regroupements nationaux. On est un peu là-dedans, effectivement, dans les mêmes réflexions. Est-ce que je sens qu'il y a une autre personne qui a envie de poser une question ou de participer à la réflexion? Oui, j'ai une question. Moi, c'est Annie, je suis coordonnatrice générale de la Maison d'Aurore, qui est une maison de quartier sur le plateau Mont-Royal. Et tout à l'heure, vous parliez de mobilisation, puis moi, c'est quelque chose qui vient me chercher beaucoup parce que j'étais dans la rue le 25 octobre, puis je partage un peu le gène de colère de Marie-André, dans le sens que... moi, j'ai de la misère à le croire, qu'on est dans un momentum. On dirait que je cherche à être convaincue parce que, on était une poignée quand même de personnes du communautaire à bloquer 2 coins et demi de coins de rue, là, sur Sherbrooke, à parler devant les bureaux de François Legault, probablement absent cette journée-là, de son bureau. Fait que et avec très peu de relais médias, finalement, là, même si, oui, il y en a eu.
Puis dans une conjoncture où est-ce que tout le monde réclame de l'État aussi, tu sais, puis j'ai l'impression qu'on est, pour reprendre la lutte des CPE, un peu la pouponnière, là, tu sais, qui arrive en arrière, puis qu'on est comme nous autres aussi, puis que c'est pas vraiment entendu, tu sais, qu'on le sent pas. Fait que je me demande, tu sais, vraiment, puis bon, OK, je vais faire une parenthèse par rapport à ce que vous disiez. C'est oui, nos équipes, les mobiliser, mais je trouve que nos CA aussi, les conseils d'administration, tu sais, c'est vraiment important de les conscientiser à cette historique-là. Puis pourquoi on veut sortir dans la rue, là? Parce que c'est eux, finalement, qui décident de la fermeture au bout du compte, puis qu'il faut aussi auto-éduquer ces gens de la communauté qui viennent pour la gouvernance de nos organismes. Mais bon, voilà, ça, parenthèse fermée. Puis on va avoir à les convaincre encore en février, puis on va avoir à faire du bruit, puis je me demande, c'est quoi la clé pour vraiment représenter un rapport de force, tu sais, dans cette semaine-là, dans cette année-là préélectorale? Est-ce qu'on a le moyen de faire ça? Dans la rue, le 25 octobre, moi, j'avais aussi des nouveaux employés dans mon équipe qui ne viennent pas forcément du communautaire, qui me disaient, mais on est tout seul du communautaire, pourquoi justement on n'est pas avec les infirmières, avec les professeurs, avec les éducatrices, avec tous ceux qui conforment le filet social puis le caring, là, tu sais, au Québec, c'est nous autres. Est-ce qu'on ne gagnerait pas à se présenter, tu sais, de manière, ou à faire des liens plus forts avec ces gens-là? Puis là, on sait que là, il y a une entente de principe qui vient d'être réglée avec les CPE. Je suis moi-même maman d'un garçon en CPE, puis je me dis, tu sais, solidarité, c'est bien. Ils ont eu ce rapport de force-là parce qu'ils sont allés jusqu'au bout de leur négo. Mais quel rapport de force, nous, on a le communautaire qui dessert toujours, puis on le sait, puis même on l'entend de nos collègues. Hey, je vais finir, ma question est trop longue. On l'entend, là, ben oui, le fameux discours de « on ne peut pas priver notre monde de nos activités puis de nos services. C'est eux qu'on prend en otage, c'est eux qu'on... » Donc, ça ne fait rien de changer 4 jours. Donc, comment on peut revirer, twister ce discours-là? Puis comment on peut vraiment créer quelque chose, tu sais, puis je sais que le FRACA puis les groupes sont bien organisés, les regroupements qui mènent ces actions-là, mais j'ai l'impression que c'est homéopathique en ce moment. J'aimerais ça me faire conforter que ça va donner quelque chose, tu sais. Merci. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui a envie de se lancer en premier sur la brève Attends, question là, je d'Annie? me remets du homéopathique, là, tu m'as eu, là. God damn. Ben, je vais simplement dire que si on avait la réponse, je pense qu'on aurait déjà gagné. Je partage comme complètement... En fait, je pense que c'était un commentaire éditorial plus qu'une question que tu es venu faire, puis je partage ton commentaire, je partage ton questionnement complètement. Il y a des groupes qui sont venus nous voir, qui nous ont dit qu'ils ont fermé le 25 octobre pour la première fois depuis le début d'Engagez-vous et des autres luttes, là. Fait que ça me donne de l'espoir quand même que c'est possible, là. Puis leurs participants sont pas décédés cette journée-là. Ça se peut. C'est possible. Fait que on la cherche encore, la réponse. Comment faire pour établir le rapport de force. Mais, tu sais, on a parlé de la colère puis de l'écœurantite qu'on sent dans les groupes en ce moment. Je l'ai rarement senti avant. Fait que l'espoir est là. L'espoir est là. L'espoir est dans la colère, l'espoir est dans l'écœurantique. Et bêtement, je pense que ce qui peut conscientiser les CA qui sont moins conscientisés à l'action communautaire autonome, c'est la moseuse de pénurie de main-d'œuvre. Le fait que le staff s'en va en masse parce qu'on offre des salaires de schnout dans le communautaire. Puis là, on sait qu'ils engagent à tour de bras dans le réseau de la santé, puis qu'on est la pépinière du réseau de la santé. Ils viennent toutes nous voler nos merveilleuses personnes qu'on a formées, puis qu'on aime tant, et qui partent pour le réseau de la santé. Mais ça, c'est peut-être un bon argument pour les conseils d'administration, peut-être un bon argument pour qu'il se passe quelque chose, peut-être un bon argument pour améliorer les conditions de travail aussi. C'est plate d'aller les chercher par là plutôt que d'aller les chercher par les valeurs et la mission et tout. Mais si c'est une poignée qu'on a, utilisons-la. Je vais prendre des notes. Tristan, Ouais. je pense que je te sens prête à... Ben non, mais Jamais. c'était un simulacre. Je fais juste des barbeaux. Ben, ta réponse est la meilleure. Si on avait
Si on avait la réponse à cette question-là, on ne serait pas en train de se mobiliser. Le milieu communautaire, via des actions de grève, de fermeture, nécessairement, il faut le mettre à notre main. C'est pas dans un contexte syndical où on peut faire pression sur nos employeurs. Hein. Nos employeurs, c'est des gens de la communauté. Ultimement, c'est l'État. Mais le rapport à nos cibles est tellement pas le même que c'est plus à un niveau symbolique, ces actions-là, même si ça a clairement un impact, je veux dire, sur le terrain. L'idée, c'est pas de priver les personnes de leur lieu d'appartenance, des services auxquels ils ont droit. Une bonne façon de l'amener, je pense, au niveau de nos CA, c'est pas de l'amener par l'appel à un type d'action spécifique. C'est pas d'amener la question à mon CA, on ferme ou on ferme pas là en février. C'est pas ça, c'est de dire, est-ce qu'on vit un contexte de sous-financement et des mauvaises conditions de travail qui nous amènent à avoir de la misère à recruter ou à devoir même fermer des services? Oui. Est-ce qu'on veut que ça change? Oui. Est-ce qu'on est prêt à agir? J'espère. Comment? Là, la question est ouverte. Est-ce qu'on va se rendre jusqu'à fermer? Idéalement, mais il y a un paquet de choses qui peut être faites avant de se rendre là auprès des CA les plus frileux ou qui n'ont pas cette culture de mobilisation-là. Je pense qu'il faut vraiment le prendre à l'envers. Puis c'est vous les meilleures personnes, toi qui ai posé la question à titre de coordonnatrice, pour saisir ton conseil d'administration. Si tu sens qu'on vous vous enlignez pas vers une fermeture complète, ben c'est à toi d'être rusé puis de l'amener autrement. Il y a des groupes, le 25, c'était au Saguenay, ils ont fermé 8 minutes. Mais 8 minutes à relais pour les centaines d'organismes de la région. Bon, c'était une première, c'était la façon pour s'approprier ce mode d'action-là. Pendant les 8 minutes, ils avaient une trousse. Bon, qu'est-ce qu'on fait? J'écris ici, je mets un courriel de réponse automatique, j'envoie une lettre ouverte. Bon, OK, on peut en rire quand d'autres groupes font des occupations, mais pourquoi? Je veux dire, à chaque groupe d'adapter les actions. Puis c'est ce qu'on dit souvent, l'important c'est de s'inscrire en solidarité avec ceux qui ferment. Moins de participer à la campagne sans fermer, en prenant position, puis en rendant visible ces prises de position-là. Fait que prenons-le à l'envers, pas via le type d'action, mais on veut-tu agir? On serait bien gêné de dire non. Bon, ça c'était plus éditorial. Au niveau du narratif, là, parce que tu sais, y croire, bon c'est une réponse longue, hein, je m'excuse, mais tu sais, y croire ou non, on n'est pas au gouvernement, on n'est pas dans la garde rapprochée au ministère des Finances, on le saura jamais avec certitude. Tout ce qu'on peut faire, c'est aiguiser notre analyse des indices qui nous amènent à nous dire qu'il y a quelque chose, tu sais. On peut y croire ou pas. Moi, le 25 octobre, j'étais à Montréal, puis j'ai pas la même perception. On n'était pas près d'une centaine, on était près de 1000. RDI en direct a couvert le point de presse au complet. Des collègues qui sont dans le milieu communautaire depuis longtemps disaient « Sérieux, on n'a jamais vu ça. » On n'a jamais vu ça, là, le point de presse. Puis, je veux dire, les relais, depuis ce moment-là, à tous les jours, si on fait la revue de presse, il y a des groupes qui sortent, qui disent « Hey, ça marche pas, là. » Tous les jours, il y a des nouvelles qui sortent. Donc, on fait l'actualité. On s'inscrit, je pense, actuellement dans l'agenda gouvernemental. Bon, c'est notre tour. Tu l'as très bien dit, là. En fait, je partage ton analyse, mais j'essaie d'aller chercher des petits indices qui nous disent que, OK, peut-être, les travaux en cours au gouvernement, ils avancent, là. Pour vrai, ça avance. Ils vont-tu se rendre? On le sait pas. Le rapport de force n'est pas évident. Je pense qu'on a l'appui de la population. Les médias parlent de plus en plus de nous dans la façon dont on veut qu'ils parlent de nous, du moins dans le contexte actuel. Parler de nos besoins qui sont légitimes. Le gouvernement, il faut qu'il agisse. Je ne sais pas si on lit les mêmes articles, mais ceux qui parlent, disons du sous-financement et autres, c'est ça le sous-texte. Le gouvernement doit agir. Puis utilisons les partis de l'opposition. On ne se pervertit pas. Puis on mine pas notre non-partisanerie en les alimentant des questions pour qu'eux, ils picossent le gouvernement. Fait qu'on n'a pas les forces syndicales pour
faire des blocus face à un patronat véreux, mais on est mauditement bon pour faire des stratégies piqûres de moustiques. Puis ça fonctionne. Puis actuellement, ça a fonctionné du moins depuis 2016. Là, 200 millions en aussi peu de temps, ça s'est jamais vu. Bon, naïf ou pas, analysons, puis essayons d'être rusés pour donner le coup actuellement. Évidemment, mon point de vue est complètement biaisé, mais bon. Je vais me permettre un élément aussi de participation à la réflexion. Je pense effectivement qu'il y a quelque chose dans notre état d'esprit puis qui vient teinter un peu notre narratif. Lorsque je faisais référence à une centaine de personnes, c'est plus nous, notre secteur à Plateau-Mont-Royal. On s'est donné rendez-vous 45 minutes avant le lieu de manifestation régionale à Montréal. Puis nous, à l'équipe, on s'attendait d'être beaucoup moins nombreux que le nombre de personnes qui étaient là. Moi, j'ai personnellement été impressionné par le nombre de personnes qui étaient là, dans la mesure où dans le milieu communautaire, ça fait quoi? J'ai peut-être 7 ans d'expérience dans le milieu communautaire. J'ai jamais vu un engouement avec des gens qui sortaient devant une station de métro pour se regrouper, prendre le métro ensemble. Ça nous a pris trois trains là, pour être capable d'embarquer tout le monde puis de s'attendre. Il a fallu qu'on s'attende 15 minutes à l'autre station parce qu'on était trop de monde à rentrer dans le métro. Pour moi, ça, c'est pas juste un détail. Pour avoir déjà vécu, OK, bon, la comparaison est un peu boiteuse avec le mouvement étudiant de 2012 parce que c'était énorme, puis le rapport de force était grand, je le sais. Mais on est plusieurs personnes dans la salle, je reconnais les visages, on est de la génération carré rouge, et ça partit de pas grand-chose au début. Et il y a un moment où tu finis par saisir, à l'époque comme étudiant, mais maintenant comme employé, l'ampleur des enjeux, puis comment ça touche finalement au quotidien. Et il y a quelque chose d'un peu paradoxal dans la mesure où il faut que les coordinations, les directions réussissent à convaincre leur conseil d'administration. Moi, je me dis que ce soit pour la mobilisation en général ou des fois pour juste d'autres sujets comme inviter des gens à des 4 à 7, je me demande toujours si les messages sont relayés comme agent de communication jusqu'à la base des employés. Ça dépend évidemment de tous les organismes, là, il y a des fonctionnements différents. Je pense qu'il faut travailler là-dessus pour être capable d'avoir un rayonnement sur l'ensemble des acteurs du tissu communautaire. Et à petit feu, ces éléments-là vont finir par faire boule de neige. Il faut continuer. Le fait de se diriger vers un 4 jours, on va être capable de faire ça, un 4 jours en février, parce qu'on a fait une journée le 25 octobre. Tu parlais un peu plus tôt dans l'émission, puis j'avais un commentaire à faire, puis je ne l'ai pas fait parce que ça avançait vite dans le temps, mais par rapport au fait d'avoir un peu d'exposition dans les médias, tu as dit, c'est pas vraiment un gain. Pour avoir travaillé dans un regroupement national qui était le Front commun des personnes assistées sociales du Québec, lorsque tu es entendu ou tu es relayé dans un média, c'est un gain. C'est dans le communautaire, que ce soit dans les luttes sociales ou dans d'autres types de créneaux, c'est vraiment un gain. Donc, si on commence à avoir un écho dans les médias et être entendu, on ne sait pas encore jusqu'où ça peut nous mener. Fait que je pense que c'est avec des événements comme aujourd'hui ou à travers la sensibilisation un peu sur ces enjeux-là, puis d'en parler, qu'on finit par rallier les troupes. Moi aussi, j'ai sorti de mon cadre de courte réponse, mais je pense que c'était quand même... on est emporté par quelque chose qui nous branche un peu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient intervenir au micro? Oui, je vous invite à vous approcher au micro là-bas. Oui, je m'appelle Géraldine de la TRPOCB. Ma question n'est pas super claire, elle est un peu floue encore, parce que je trouve ça bien inspirant comme discussion. On parle beaucoup de transformation sociale pour parler d'ACA, mais il y a aussi d'avoir une vision globale des problèmes. Puis, tu sais, je pense que c'est vraiment interrelié à la transformation sociale. Puis, je pense que ça fait notre force, mais notre difficulté aussi, tu sais, puis... J'entends parler, j'aime beaucoup l'analogie des petites piqûres de mouches, tu sais, mais à un moment donné, peut-être ça va pogner des personnes au pouvoir qui sont allergiques, là, parce que ça marche pas, tu sais. Tu sais, ben, en même temps, tu sais, il y a plein de paradoxes puis de beauté dans ce qu'on fait. Puis, tu sais, justement, mettons, entre réforme puis révolution, puis, en tout cas, on s'entend pas tout le temps sur la même manière de faire, mais comment est-ce qu'on fait pour... En tout cas, je pense que c'est un gros défi, c'est ça. C'est à la fois un défi puis notre force, puis ben, comment vous faites, vous, pour dealer avec ça? Ça-tu l'air là comme question? C'est de toute beauté. Bon, merci.
Je sais pas avec quoi faut dealer, là. C'est avec la vision globale ou avec la révolution? Avec les allergies à la révolution. Mais oui, on aime beaucoup, dans mon équipe de travail, on aime beaucoup parler de révolution. Mais on se rappelle toujours que la révolution, c'est aussi en astronomie faire un 360 degrés, et donc revenir au même endroit. Puis, ouais, la vision globale, c'est super interreliée avec la transformation sociale. En effet, là, tu sais, il y a 8 critères de l'action communautaire autonome, puis si on essaye de les comprendre, on se rend compte que dans le fond, tout est dans tout, là, sont tous interreliés. Pourquoi il y en a 8, il pourrait en avoir 3, puis ce serait correct, là. Mais grosse force de la vision globale, pour moi, la différence entre la transformation sociale, c'est vraiment comme concevoir l'humain dans un système. C'est un peu ça, la vision globale, l'approche globale en action communautaire autonome. Puis, moi, ça me fait beaucoup penser à toutes les discussions homosystémiques en ce moment, là, qui est très sur toutes les lèvres. Mais, tu sais, s'il y a bien du monde qui sont capables de voir une vision globale de l'individu dans le système, c'est les groupes communautaires autonomes. Puis, honnêtement, on essaie de l'intellectualiser, mais des fois, on n'a pas besoin d'intellectualiser, on le vit. T'sais, c'est comme on le sait, il y a du monde qui débarque dans nos groupes, puis on commence pas à leur faire des diagnostics, puis à essayer de les mettre dans une case, puis à essayer de régler leurs problèmes. On fait juste comme les accueillir et leur donner de la dignité, parce que Colin, ils n'ont pas ça nulle part ailleurs. Puis pour nous, c'est tellement normal qu'on le voit même plus, on s'en rend même plus compte qu'on fait ça, t'sais. Fait que si on est capable de contaminer avec des piqûres partout autour de nous, cette approche-là, il me semble qu'on est en train de la faire, la révolution, là. Fait que je sais pas si la question était précise, la réponse ne l'est pas non plus, mais c'était fort intéressant. Merci pour cette intervention. T'as un mot de la fin, Tristan? Ben, j'ai envie d'essayer de reciter Lorraine Gay, militante du mouvement communautaire, qui parle souvent de moments exceptionnels qui arrivent quand le contexte s'y porte, quand le travail préalable de mobilisation a bien été fait, quand les éléments s'alignent pour qu'il y ait ce qu'elle appelait, et je vais essayer de bien le citer, là, des irruptions citoyennes ou des irruptions sociales où on n'est plus dans la piqûre de moustique. Et je voulais pas nous insulter en disant que bien souvent on a la stratégie piqûre de moustique, mais des fois les irruptions arrivent. Ça a été le cas avec la mouvance autour de MeToo. Ça a été le cas en 2012. Le travail préalable, le contexte politique a amené une irruption qui a fait que ça devenait exceptionnel, ça devenait un mouvement social d'une grande ampleur, capable de beaucoup. Donc, on ne peut pas s'attendre, puis on ne doit pas se mettre cette pression-là à nous-mêmes que chaque lutte soit de cette ampleur-là. Un des grands moments importants dans l'histoire du mouvement communautaire, c'est la marche du pain et des roses en 2015, qui a mené à la fondation de la Marche mondiale des femmes. 2005? 95. Mais qui aurait cru que ça aurait pris cette ampleur-là? Les militantes de ce moment-là, ils ne savaient pas. Il a fallu tout le travail préalable pour qu'à ce moment-là, il y ait eu une éruption puis que ça sorte. Donc, il y a comme une partie de, je sais pas moi, qui est indécidable puis qu'on n'aura jamais le doigt dessus. Mais quand ça pop pour vrai. Je dis pas qu'on est dans ce contexte-là actuellement. Peut-être. Pour ce qui est de l'approche globale, moi, j'ai envie de nous qualifier de petites et de petits sociologues en herbe, dans la mesure où quand on aborde nos missions, on est capable de faire abstraction, puis de pas juste voir les bouts de chandelle, puis de voir vraiment le big picture, puis de se ramener à nos missions. J'étais à une assemblée générale du MEPAC, groupe régional d'éducation populaire, puis au souper, on buvait des bières, puis il y a une des militantes qui était là, qui disait « Moi, le jour où j'ai ressorti les documents constitutifs
de mon organisme, ma vie professionnelle a changé. J'ai relu mon énoncé de mission, puis il était comme, OK, on est anticapitaliste, on est pour la gratuité scolaire, on lutte contre le patriarcat, puis ci, puis ça, puis elle était comme, elle regardait son rapport d'activité, puis elle était comme, oh my God, OK, on est où, là? Fait que quand on parle d'approche globale, des fois, c'est juste d'aller retourner voir c'est quoi notre mission, puis de se dire, ben, Colin, comment on l'incarne? Bon, il n'y a pas de réponse simple, mais au moins de s'inspirer nous-mêmes en dépoussiérant la raison pour laquelle notre groupe a été constitué. Puis de le faire avec la gang qui façonne nos membres. Super, je pense que c'est un très beau mot de la fin. S'il y a des gens qui vont encore prendre la parole, je ne prendrai pas d'autres tours de parole parce qu'on commence à arriver quand même assez loin dans le temps, puis il y a le show ce soir qui va s'ordonner. Je n'ai pas concerté très précisément le staff de l'ESCO à savoir quand ils vont nous enlever nos tables. Ça se peut qu'après l'émission, ça se passe rapidement. Quoique les tables hautes en triangle ont moins de risques de bouger peut-être, mais c'est sous toute réserve, encore là, je ne sais pas. Tristan, Marie-André, merci d'avoir participé à l'émission aujourd'hui Devant Public. C'est une première pour moi, l'animation de Devant Public. Merci au public d'avoir été présent. Merci pour votre écoute, votre participation aujourd'hui. Je serai parmi vous pour continuer à être intéressé dans quelques instants. Je vous rappelle le show de Cécile, ici même à 20h, au coût de 12 $. Bonne soirée.